Hello, everyone. We'll be getting started in just a moment. We're admitting people to the Zoom right now. Thank you for being here. Oh, we've got an excellent group of participants joining. Great to see the numbers going up. I think in the interest of time, we'll go ahead and get started. So I'd like to officially welcome you to the Family Planning and UHC Agenda second collaborative dialogue on the nooks and crannies of UHC policy implementation. Where does FP fit in? My name is Amy Baldasser-Bush, and I have the pleasure of serving as your moderator today. I am a Senior Director at Management Sciences for Health, where I lead our work on health policy advocacy and engagement, as well as integrated healthcare. I also oversee the work of the Secretariat of the Civil Society Engagement Mechanism for UHC 2030, which is the global multi-stakeholder partnership working to achieve universal health coverage and strengthen health systems. The Civil Society Engagement Mechanism and our more than 800 member organizations in 100 countries advocate for UHC policies that are inclusive and equitable to ensure that no one is left behind on the road to UHC. And we're delighted to be a part of this panel today. We have a fantastic group of panelists, and we're very pleased to have all of you here to join the conversation. Next slide. Before we begin today, a few reminders about today's webinar. You'll also find that information in the chat. The webinar is being recorded, and we're pleased to be offering simultaneous interpretation in English and French, as well as access to closed captioning. All participants can select their preferred language by clicking on the globe icon at the bottom of your screen. When you do, you'll see the options for the English or French channels. To mute the original audio, if it's distracting you from hearing the interpretation, select that option. Everyone does need to select a language today to ensure that you'll be able to hear all of our speakers. We will have presenters speaking in both French and English today. If you need any support with the interpretation or other features of Zoom, please let my colleagues in the chat box know. In addition, you can also select today whether or not you'd like to read captions during the session. You may be seeing them automatically, but if you're not, and they would be helpful, click on the icon at the bottom of the screen, including 2 CCs. I'd like to thank our partners for today. We can move on to the next slide. Pour cette série, je ne suis pas sûre si les sous-titres sont disponibles automatiquement ou pas. Et si vous ne voyez pas les sous-titres, vous pouvez cliquer sur l'icône avec les 2 C pour afficher les sous-titres. Sinon, vous pouvez les cacher en choisissant masquer les sous-titres. Sur la plateforme Zoom, malheureusement, les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais pour le moment et les sous-titres ne sont pas corrects à 100%. Je tiens à remercier maintenant nos partenaires et nos co-animateurs pour cette série FP 2030, Knowledge Success, PAI, ainsi que nos intervenants que je vous présenterai sous peu. Les co-animateurs sont prêts à recueillir vos questions, vos commentaires tout au long de l'événement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à les saisir dans la boîte de chat à tout moment et nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre possible d'entre eux. Quelques détails de la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à la deuxième partie d'une série de dialogues en 3 parties sur la planification familiale dans l'agenda de la santé universelle, de la couverture universelle. C'est un moment pour nous tous, les membres de la communauté de la planification familiale, de se rassembler pour avoir ces discussions avant la prochaine conférence internationale sur la planification familiale, l'ISCFP, de novembre 2022. La conférence est un moment important dans la perspective de la deuxième réunion de haut niveau des Nations unies sur la couverture sanitaire universelle qui aura lieu en septembre 2023.
Cette série de dialogues concertés et votre participation aujourd'hui contribuera au développement d'un papier de politique sur la planification familiale et la CSU qui présentera les priorités politiques et les principaux messages de plaidoyer que toutes les parties prenantes pourront utiliser lors de la réunion de haut niveau de 2023. Nous partagerons un projet pour validation pendant la conférence de l'ICFP et le document sera officiellement lancé lors de la Journée internationale de la CSU le 12 décembre. Si vous avez loupé le premier dialogue sur la façon dont les efforts pour développer les politiques et pour mobiliser la société civile et comment tout cela peut contribuer à faire des engagements de haut niveau en matière de santé, de couverture sanitaire universelle. Ne vous inquiétez pas, elle est accessible sur le site web de Knowledge Success. Nous espérons également que vous nous rejoindrez pour la troisième partie en octobre où nous parlerons de l'importance de laisser personne de compte sur la voie de la CSU. La session d'aujourd'hui sera une session très intéressante. Nous allons parler des détails de la mise en œuvre des politiques de couverture sanitaire universelle, quelle est la place de l'APF. Nous allons parler de ce qu'il faut pour mettre en œuvre la politique de PF dans le programme de la CSU. Nos panélistes aujourd'hui parleront des différents modèles de financement pour la CSU et discuteront des possibilités d'intégration de la planification familiale. Nous discuterons également de la manière d'amplifier les pratiques exemplaires et les programmes visant à élargir l'accès aux services de l'APF. Nous parlerons du rôle que toutes les parties prenantes, y compris le secteur public et le secteur privé, jouent dans la réalisation de la CSU et la promotion des innovations qui donnent la priorité à la planification familiale. Je poserai quelques questions à nos panélistes. Je les encouragerai à dialoguer entre eux, puis je me tournerai vers les questions et les commentaires de chacun d'entre vous que vous pouvez saisir dans la boîte de chat. Nous aurons tout le temps de répondre à vos questions. Nabia Kazi-Hutchins, présidente et directrice générale de PAI, prononcera le discours de clôture. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir nos panélistes. Merci. Voici les panélistes qui seront avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être ici avec nous. Nous attendons avec intérêt une discussion très riche. Nous allons présenter chaque panéliste. Maintenant, notre première intervenante, la docteure Dine Fadima Kaba, qui est la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Guinée-Conakry. Elle est spécialiste en pédiatrie et médecin de santé publique. Elle possède une vaste expérience en matière de santé maternelle et infantile et de nutrition. Ayant précédemment dirigé des initiatives Projet PAIGO, l'UNICEF et l'Institut national de santé publique de Guinée. Elle est également assistante à la faculté des sciences de la santé et de la technologie et est titulaire de la chaire de pédiatrie dans son pays. Merci d'être ici, Dr Kaba. Prochain intervenant, Matt Bockschall, qui est directeur de programme chez Thinkwell, où il dirige un portefeuille de travaux axés sur l'achat stratégique des soins de santé primaires, en soutenant des équipes locales solides pour fournir des conseils techniques de haute qualité dans 6 pays d'Afrique et d'Asie. Les professionnels chevronnés de développement avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé mondiale et de la santé des droits sexuels et reproductifs, Matt a conçu et dirigé des programmes innovants et en impact mondial et a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements pour orienter les politiques nationales. Matt fournit un leadership stratégique aux conseillers techniques et principaux et aux directeurs de pays de Thinkwell. Il travaille avec la communauté mondiale de la santé, en particulier sur les questions de financement de la planification familiale. Nous avons le plaisir d'être avec le Dr Brinda Frey, qui est le directeur adjoint de la qualité pour l'unité de soutien technique de l'Uttar Pradesh. Elle a quelques problèmes techniques, problèmes de connexion, mais je vais l'accueillir chaleureusement quand elle arrive. Et notre dernier intervenant est le Dr Ben Bellows, qui est cofondateur et directeur commercial de Nivi, une entreprise de santé numérique orientée vers le consommateur qui propose une place de marché où les personnes habilitées naviguent dans les ressources de santé grâce à l'expérience du chatbot orienté vers un objectif.
Avant de rejoindre Anivi, Ben était chercheur en service de santé au Population Council, menant des études sur le financement basé sur la performance, les bons de santé reproductive et la politique de santé avec des partenaires gouvernementaux et non étatiques en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Les travaux qu'il a menés tout au long de sa vie et la longue liste de manuscrits examinés par des pairs portent sur le financement de soins de santé, les droits de l'homme et les services de santé reproductive. Merci. Et je vois que nous avons quelques présentations de nos participants dans la boîte de chat. Nous aurons une discussion très riche aujourd'hui. Lançons la conversation. Maintenant, je vais commencer avec une question pour Dr. Kaba. Nous allons attendre quelques instants. Dr. Kaba could please turn on her video, that would be great. Dr. Kaba, si vous pouvez allumer votre caméra. Très bien, merci. Allez, ça marche. Vous m'entendez? Oui, très bien. Yes, we hear you very clearly. OK, merci beaucoup. J'ai le redoutable honneur de commencer cette série de questions et je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui est une préoccupation, qui compte parmi les priorités de mon département au ministère de la Santé. Alors, en termes de meilleures pratiques, la Guinée a entamé sa marche vers la couverture santé universelle à travers les soins de santé primaire. Les soins de santé primaire comme porte d'entrée, après l'élaboration d'une politique nationale et d'une stratégie nationale de santé communautaire, dont les maîtres d'œuvre sont vraiment les agents de santé communautaire qui sont formés à travers les institutions de formation sur les soins de santé primaire au niveau du pays et les relais communautaires qui sont issus des communautés et donc qui offrent un paquet intégré de services dont la planification familiale. Ce sont des services promotionnels, préventifs et curatifs. Alors, c'est ainsi que les agents de santé communautaire et les relais communautaires offrent une gamme variée de services au niveau communautaire, à savoir le DMPA sous-cutané, l'offre des contraceptifs oraux et le condom, en plus des autres activités de sensibilisation pour créer la demande au niveau communautaire. Et actuellement, nous sommes en train d'aller vers l'autonomisation des femmes à l'utilisation, à l'auto-injection du DMPA cutané, sous-cutané. Il y a un engouement actuellement des femmes pour cette molécule et aussi, vu que les 80% des besoins sont situés au niveau communautaire, nous pensons que la stratégie de la santé communautaire est un moyen vraiment d'amener les services vers ceux qui en ont le plus besoin. Mais bon, au-delà de l'accès de la voie à travers les soins de santé primaire, la réflexion continue pour voir au-delà des soins de santé primaire comment nous pouvons couvrir le financement des services de planification familiale au niveau secondaire et tertiaire. Et donc, c'est ça actuellement en tout cas la voie que la Guinée a adoptée pour aller vers la couverture santé universelle. Nous sommes vraiment au départ et il y a des étapes que nous sommes en train d'aller vers des étapes pour arriver à vraiment faire en sorte que la couverture santé universelle soit une réalité parce que
la planification familiale doit être au cœur de cette stratégie, de cette initiative qui vise à ne laisser personne pour compte. Et de ce point de vue, je pense que la Guinée est prête et on peut le juger à travers tout ce qui est en train d'être fait dans le domaine du financement de la planification familiale et dans le domaine de la promotion de certaines, en tout cas de l'élargissement de la gamme de contraceptifs surtout au niveau des primaires. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Kaba. Je vous remercie infiniment, Dr. Kaba. Vous avez évoqué un grand nombre des points les plus importants dont nous allons parler aujourd'hui, l'importance de l'engagement des travailleurs de santé à tous les niveaux, y compris au niveau communautaire, pour faire avancer la couverture sanitaire universelle, l'accès aux populations les plus isolées. Vous avez évoqué l'importance des financements et nous allons en parler avec notre intervenant suivant. Et bien sûr, en soulignant le fait qu'il y a un chemin, une voie, et qu'il faut du temps pour atteindre les objectifs de la CSU et obtenir un accès universel aux services de planification familiale et de santé de la reproduction, mais c'est important de voir tous les efforts, tous les progrès qui sont faits par les différents pays. Donc, nous vous remercions infiniment d'avoir lancé la conversation avec cette perspective des plus importantes qui nous vient du ministère et nous attendons avec impatience d'en entendre davantage de votre part pendant la discussion. Pour ce qui est du financement, vous avez parlé des opportunités de financement à l'appui de la santé primaire, mais aussi des montages de services de CSU. Je me tourne vers Matt. Matt a une expérience, une expertise considérable dans le domaine de la planification familiale et son financement. J'aimerais donc l'inviter à évoquer avec nous aujourd'hui ce que vous avez découvert en termes d'innovation, les modèles innovateurs susceptibles de fournir des ressources durables dans le contexte de la réduction des ressources de la COVID-19 et des difficultés qui ont lieu à l'heure actuelle et qui sont évoquées dans tant de conversations. Merci. Merci, c'est une grande question, une question difficile, un défi considérable, redoutable, je dirais. Si nous essayons de trouver le bon contexte pour le financement de la planification familiale, il y a des éléments qu'il faut conserver présents à l'esprit. Il faut une perspective à l'échelle du système. Il faut dépenser de l'argent de manière aussi efficace et efficiente que possible en fonction des dispositions et des disponibilités. Et il faut se concentrer pour déterminer qui va bénéficier d'un volet particulier. Toutes les solutions, quelles qu'elles soient, dépendront énormément du contexte. Donc, je vais faire appel à l'expertise remarquable de mes collègues, que ce soit au Burkina Faso ou aux Philippines ou ailleurs, et j'espère que je saurai les présenter comme il se doit. Pour ce qui est de la planification familiale, je n'ai besoin de convaincre personne ici présent qu'investir dans la planification familiale, c'est important. On en a beaucoup parlé lors de la dernière discussion. C'est quelque chose de logique au plan économique et de souhaitable au plan humain. Il faut donner aux gens un accès à des méthodes de planification et des services de planification familiale de qualité. Cela doit couvrir la promotion, la prestation de services et il faut réduire les accès, les obstacles à l'accès. Lorsque nous parlons de financement de tout service, aujourd'hui, y compris l'élimination des obstacles, nous nous trouvons sans cesse dans le contexte de la CSU. L'idée étant que tout le monde doit avoir accès aux services de santé dont ils ont besoin sans difficulté financière, ce qui fait que la CSU est maintenant vraiment un cri de ralliement pour tous. Investir dans la planification familiale doit être au cœur des efforts de couverture sanitaire universelle. N'oublions pas cependant que la CSU, c'est un objectif, une aspiration que nous cherchons à atteindre. Comment
progresser? Eh bien, en examinant le système dans son ensemble et en considérant toutes les sources de financement qui alimentent les services de santé. Il y en a beaucoup. Il est donc important de souligner que la CSU, ce n'est pas une modalité particulière et spécifique ou une approche particulière et spécifique de financement des services de santé. Dire cela, c'est confondre l'objectif de la CSU avec les moyens utilisés pour atteindre l'objectif. Il faut faire preuve de grande prudence vis-à-vis des mécanismes d'assurance santé à l'échelle de l'État qui exigent notamment le paiement de primes importante pour avoir l'accès aux services. Et il n'y a que 4 pays d'Afrique subsaharienne où plus de 20% de la population est couverte par des systèmes de ce genre. C'est un problème très réel. Il est très difficile d'utiliser les services d'assurance nationale en utilisant les primes qui sont payées avant tout par les employés du service public pour financer tout le monde. Pour les pays qui envisagent de mettre en place leurs propres services de cette nature, c'est important. C'est aussi un élément du contexte de la planification familiale en Afrique qui est important. Il faut envoyer les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Si les gens ne sont pas couverts par une assurance, ils ne bénéficieront pas, ils n'auront pas accès à ces services. Donc, comment nous assurer que ces systèmes d'assurance sont la bonne option pour toucher ceux qui ont le plus besoin de nos services? La première question qu'il faut poser, c'est qui va en bénéficier? Si un système cible particulièrement les plus démunis et ne lie pas les avantages aux contributions, c'est peut-être une bonne option. Le Kenya à un service universel pour toute femme enceinte financé par les recettes du gouvernement et non par des primes. L'opportunité existe de travailler avec Linda Mama pour encourager la proposition de services postpartum dans le cadre de cette approche. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé montre comment cela peut être fait en utilisant des revenus nationaux pour financer directement les services qui sont assurés gratuitement. Ce sont 2 systèmes qui évitent le piège de lier la prestation de services aux primes et qui risquent donc le plus de toucher ceux qui en ont le plus besoin. La concentration sur une dépense plus efficace est un bon point de départ. Mais si nous essayons de lever davantage de fonds, le Ghana est peut-être un bon exemple. Le système du Ghana essaie de mobiliser, d'inscrire les plus démunis en se concentrant sur la TVA et en augmentant peu à peu les impôts sur une base progressive. Ou bien il y a les Philippines où le gouvernement mobilise suffisamment de financement à partir de ces taxes sur l'alcool et le tabac pour payer jusqu'à 50% de l'assurance pour la moitié de la population. Donc, trouver un bon moyen de financer les services doit commencer du point de vue systémique, voir comment investir de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible et d'identifier des mécanismes de financement qui sont le plus susceptibles d'assurer la prestation de services à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, Matt. Absolument brillant, très clair. Des concepts très compliqués autour du financement de la CSU, bien ventilés. Je vous remercie de vos exemples de pays particuliers. J'espère que certains des participants qui se joignent à nous et qui ont étudié ces différentes approches pour le financement de la CSU pourront soit vous poser d'autres questions, soit vous dire comment ça se passe chez eux. Je suis aussi ravie de la concentration sur le point qui amène à la discussion, à savoir comment toucher ceux qui sont les plus difficiles à toucher, les plus isolés et qui se trouvent bien souvent laissés en marge des programmes d'assurance offerts par le gouvernement. Je me tourne maintenant vers Ben. Ben, continuons, si vous le voulez bien, sur cette question de l'accès et de l'innovation.
il y a une concentration au niveau de votre organisation NIVI qui est très importante sur l'accès aux services de planification familiale, et j'aimerais savoir quels sont les outils ou les approches les plus novatrices selon vous pour faire parvenir les services aux ceux qui en ont le plus besoin. Et nous voyons bien vos diapositives. Merci. Merci à tous de me permettre de parler avec vous aujourd'hui. C'est une excellente occasion de nous retrouver en tant que communauté de pratique et d'avoir une discussion sur cette série de questions cruciales. Je commencerai en suggérant qu'il y a certains attributs à toute approche novatrice que l'on veut peut-être éviter avant de nous lancer sur ce sur quoi nous voulons nous concentrer. Dans toute approche novatrice qui assure l'accès à la planification familiale, il faut éviter le doublon, il faut éviter la fragmentation, il faut éviter que le processus soit privilégié par rapport aux résultats et bien sûr, comme l'a dit Matt, la question du financement, éviter les coûts personnels excessifs afin que nous, bénéficiaires, puissions vraiment bénéficier des ressources qui sont mises à disposition. Où est-ce que cela nous place? Eh bien, ça veut dire que nous devons cibler des innovations de nature universelle qui se concentrent sur la prestation de soins de haute qualité et assurée d'une manière qui soit gratuite ou de très faible coût pour les bénéficiaires. Et nous voulons donc des innovations qui souscrivent au grand principe de la couverture sanitaire universelle. Dans toute innovation, à quoi nous pouvons nous attendre? Il y aura sans doute quelque chose qui a un élément, une approche d'auto-soin, de soins personnels. Si vous y pensez pendant un instant, c'est quelque chose qui est initié au niveau personnel, en fonction des droits. Les particuliers qui recherchent les ressources, qui utilisent les ressources du système de santé afin d'arriver à un état de santé souhaité, afin de progresser sur la voie de la santé pour tous. On parle toujours des auto-soins et je pense que cela veut dire beaucoup plus que patient, guéris-toi toi-même. C'est la personne qui, en fait, prend en charge son traitement. Et comme le triangle l'indique sur la diapositive, utiliser des ressources en travaillant avec des spécialistes, des ressources qui permettent d'atteindre les objectifs de santé d'une manière qui incorpore ces ressources au niveau de la vie quotidienne des individus. Donc, c'est l'utilisation d'éléments que nous comprenons bien du côté offre et les incorporer d'une manière importante, pertinente, significative dans la vie quotidienne des personnes, nos vies quotidiennes. Où est-ce que cela nous laisse? Cette communauté de pratique des professionnels de la santé que nous sommes, pour certains d'entre nous, d'autres des professionnels de la santé publique. Comment abordons-nous l'auto-soin comme étant quelque chose qui est lancé par l'individu? Il y a des défis, bien sûr, dans le monde aujourd'hui, dans la manière dont le monde est aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent engager, les prestataires veulent davantage de soins. Les fonds d'assurance qui veulent renforcer la couverture, avoir davantage de clients, les fabricants du service de santé, du système de santé qui voudraient que les médicaments et les services et les produits soient utilisés à plus grande échelle, alors que les clients n'ont pas forcément la visibilité. De quoi avons-nous besoin pour faire progresser l'auto-soin du point de vue de la santé? Que pouvons-nous faire du côté des services de santé pour veiller à ce que les particuliers puissent être les responsables de leur service, de leur bien-être et de leur route sur la voie de la santé?
Je pense que c'est une question de marché. Il faut connecter les clients, les particuliers et les services et processus de santé. Je vais donner ici l'exemple des marchés qui fonctionnent avec des chatbots, des boîtes de discussion électroniques qui peuvent générer une sensibilisation à la santé, une adoption de plus de produits et de services et générer les données qui peuvent être ensuite échangées, des données concernant la demande des consommateurs, leur comportement, leurs perspectives, accélérer l'accès, renforcer l'accès à la planification familiale. Donc, rentrer dans tous les détails évoqués par le thème du panel d'aujourd'hui. Donc, moi, mon appel à l'action, l'innovation que je vois aujourd'hui, c'est cette concentration sur une réorientation des services de santé et des ressources des services de santé de manière à ce que nous puissions ouvrir sur les marchés, ou renforcer les services d'aiguillage, les services d'éducation et générer des conclusions fondées sur les interactions entre les clients et les différentes parties prenantes du système de santé. Ces discussions, ces marchés dans la chat sont très nombreux. Des systèmes de messagerie électronique qui jouent ce rôle critique pour combler les écarts qui existent à l'heure actuelle en touchant des personnes qui n'ont pas jusqu'à présent pu bénéficier des services de santé et leur fournir leurs services lorsqu'ils en ont le plus besoin, lorsque c'est le plus important, en cherchant des solutions qu'ils peuvent aussi obtenir au bout des doigts, littéralement, sur leur téléphone, et ce qui leur permet de déterminer leur propre voyage sur la voie de la santé. Il peut y avoir des encouragements, des suggestions, la science du comportement qui peuvent déterminer ces échanges. Mais l'idée fondamentale, c'est cette action d'intermédiaire, de jouer un rôle de trait d'union entre le système de santé et le consommateur du service de santé. Les marchés vont s'occuper du côté demande et assureront la distribution, et du côté de l'offre, le rôle d'intermédiaire est là pour combiner les services de santé. Les marchés seront l'équivalent des marchés ordinaires qui nous permet de connecter les populations et les particuliers au système et aux services de santé dont tout le monde a besoin. Je vous remercie. Merci Ben et merci pour toutes ces images qui ont rendu très clair ce modèle du marché et comment ce modèle pourrait marcher. Je pense que vous avez aussi soulevé quelques points sur l'idée des soins personnels et qu'on peut autonomiser les utilisateurs de se connecter et d'accéder aux informations nécessaires. Nous savons que les soins personnels sont importants pour une amélioration générale du système de santé, mais aussi pour améliorer les résultats des soins de santé. Donc, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet pendant notre conversation aujourd'hui. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions sur le marché, les outils. Malheureusement, je pense que Dr. Frey du gouvernement de l'Inde n'a pas pu se connecter. Donc, nous allons passer à la prochaine partie avec une discussion entre les panélistes. Si elle réussit à se connecter plus tard, nous allons lui poser une question. Vous savez tous que l'idée d'aujourd'hui est de passer de ce que nous avons discuté pendant la première partie, des idées, à la mise en œuvre. Souvent, c'est la mise en œuvre qui est le défi, d'avoir ces conceptions, d'avoir ces idées, ces schémas du financement de la CSU et de vraiment avoir un accès amélioré aux services. Donc, je vais peut-être encore passer dans l'ordre que nous avons utilisé d'abord. Donc, Dr. Kaba,
J'aimerais vous demander, de la perspective du ministère de la Santé, pouvez-vous parler un peu plus des défis spécifiques que vous avez constatés dans la mise en œuvre des approches de la CSU que vous avez utilisées en Guinée? Donc voilà la première question. Quels sont les défis les plus importants? Et deuxième question, une question pour vous tous. Si vous pouvez nous donner une recommandation. Nous savons qu'il y a beaucoup de militants, beaucoup de participants, beaucoup de parties prenantes avec nous dans cette discussion aujourd'hui. Mais si vous avez une recommandation de ce que nous pouvons faire tous individuellement pour aider à éliminer ces obstacles, ces barrières. Donc, nous allons commencer avec Dr. Kaba. Après, je vais passer la parole aux autres. Et après, nous pouvons aussi prendre les questions dans le chat. Dr. Kaba, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup de me redonner la parole à nouveau. Je voudrais tout simplement dire que la porte d'entrée pour accéder à la CSU en Guinée, c'est vraiment les soins de santé primaires. Mais au-delà, il y a l'accès des soins, en tout cas des services de planification familiale au niveau secondaire et tertiaire. Et pour cela, il y a les différentes discussions, notamment de Matt, au début, juste après moi, et celui qui vient de parler tout à l'heure là sur les innovations, je pense qu'il n'y a pas un modèle unique. Le défi aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que la majeure partie des femmes aient accès aux services de planification familiale où qu'elles soient. Et donc, ça, c'est extrêmement important, notamment les femmes et les filles qui vivent dans les milieux les plus reculés et les plus difficiles d'accès. L'intervenant de tout à l'heure a parlé de l'accès à l'utilisation des nouvelles technologies pour accéder à l'information et aux demandes de services, même pourquoi pas à l'auto-soin, parce que nous sommes en train vraiment d'encourager l'auto-soin de certaines, de l'offre de certaines méthodes au niveau communautaire. Et donc, cela, le défi, c'est vraiment comment faire en sorte que on utilise le numérique même au niveau communautaire aujourd'hui pour que les femmes aient accès à l'information dont elles ont besoin dans le domaine de la planification familiale. Et c'est vrai que les téléphones sont largement utilisés aujourd'hui, même au niveau communautaire. Vous partez, vous trouverez un paysan avec un téléphone. Le défi, par exemple, ce serait comment, parce que les informations qu'on donne doivent être transcrites dans un langage qui sont accessibles à ces personnes-là, qui vivent dans les milieux les plus défavorisés. Je pense que l'un des défis, c'est vraiment faire en sorte que les personnes-là puissent bénéficier des services, des avantages du numérique dans leur langage, dans leur langue locale. Je crois que ça, c'est un des défis et ce n'est pas un défi insurmontable parce qu'aujourd'hui, on peut traduire, ça peut-être demande des efforts un peu plus supplémentaires. Aussi, il n'y a pas pour nous ici, il y a pas, en Guinée, il n'y a pas d'approche unique. On peut faire la combinaison de plusieurs approches. Par exemple, il y a des travailleurs qui sont soumis à un régime l'Institut national de prévoyance sociale a été créé pour que les travailleurs soient couverts par une assurance. Il y a la Caisse nationale de sécurité sociale pour les secteurs privés et para-étatiques. Et aussi, il y a une stratégie de prise en charge des indigents au niveau du ministère de l'Action sociale qui, à travers des projets, permet en tout cas à des personnes, à tous d'avoir accès aux services de santé de qualité, notamment pour le cas précis de planification familiale. Je crois que le défi aujourd'hui, c'est comment mettre en bonne synergie, une bonne articulation entre les différentes approches pour que, en tout cas, pour approcher le soin, que les soins soient accessibles à toutes et à tous,
les soins de qualité avec un coût abordable pour les familles. Je crois que ça, c'est vraiment le défi. Comment faire une bonne articulation aujourd'hui avec toutes les approches et toutes les initiatives, les innovations, de manière à ce que les bénéficiaires aient accès aux différents services sans aucun, en tout cas pour briser les barrières financières qui peuvent les empêcher d'accéder à ces services. Et cela demande aussi l'effort des gouvernements à la mobilisation des ressources endogènes pour le financement de la CSU, de la planification familiale, si nous voulons nous inscrire dans la durabilité. Voilà, je vous remercie. Thanks, Dr. Kaba. Thanks again for Merci, Dr. Kaba. Merci d'avoir tissé des liens entre des points différents qui ont été présentés par des panélistes différents. Et j'apprécie fortement le fait que vous avez parlé de tous ceux qui sont dans des zones reculées, dans des zones plutôt isolées, de parler des communautés différentes au niveau communautaire, de parler de l'accessibilité des services et des informations, que ce soit l'accès linguistique ou d'autres défis liés à l'accès. Donc, pour continuer la conversation, elle a parlé des questions de financement, des assurances. Je vois que nous avons beaucoup de questions dans la boîte de chat, donc je vais peut-être passer à ces questions et je vous encourage à répondre les uns aux autres. Je vais demander à Ben de Matt à parler de ce que Dr. Kaba a présenté. Nous avons quelques questions spécifiques de l'auditoire qui... Vous avez parlé de quelques pays dans vos exemples que vous avez présentés de votre travail à ThinkWell. Vous avez parlé des pays qui ont réussi à intégrer les services de l'APF dans les systèmes d'assurance maladie nationaux. Vous pouvez peut-être parler de comment vous avez réussi à intégrer les services de l'APF dans ces systèmes nationaux. Je vois que nous avons un intérêt continu sur l'utilisation de ces approches de financement pour la planification familiale. Merci, merci Amy. Tout d'abord, j'aimerais répondre aux questions qui ont été soulevées par les autres intervenants et après, je peux parler plus de détails du financement. Nous parlons d'une chose, des achats stratégiques. Cela peut avoir une signification différente pour les différentes personnes, mais il faut penser de façon plus stratégique. Il faut améliorer notre façon de dépenser des fonds pour les services essentiels. Souvent, nous allons affecter les fonds aux domaines prioritaires selon les informations existantes. Je pense qu'il faut créer un cercle de données et du financement. Par le passé, cela a été très difficile d'allouer des fonds où on avait le plus besoin. Souvent, les services de santé, les ministères de la Santé utilisent les informations existantes, les informations liées à l'année précédente. Mais quand nous réfléchissons, quand nous essayons de comprendre le potentiel de ces systèmes, d'avoir des meilleures données, d'avoir de meilleures informations, de lier les fonds aux informations que nous recevons, nous pouvons améliorer cette affectation. Nous pouvons aussi avoir des objectifs plus audacieux. Il faut analyser les informations émanant des systèmes de santé et il faut connecter ces informations aux ressources mobilisées. Je pense que si nous pouvons
créer plus de connexions entre des personnes et des informations. Nous pouvons fournir plus de services. Nous pouvons améliorer l'accès de la population. Nous avons entendu les exemples de la Guinée et de Ben. J'espère qu'avec les années à venir, nous allons voir ces améliorations dans des systèmes de santé. Mais en parlant des bénéfices, oui, souvent, dans ces ensembles de bénéfices, la planification familiale fait partie des services. Nous avons fait du travail pour améliorer l'accès aux services de la planification familiale. Oui, c'est un très bon exemple. Nous avons ce schéma Afia Care qui est offert à plusieurs personnes, plusieurs ménages. Mais c'est aussi un moyen d'avoir une incitation aux fournisseurs d'offrir ce genre de système. Ce que nous avons vu au fil des années passées et l'idée de la couverture de la planification familiale n'a en fait malheureusement pas amélioré l'accès. Il est possible, oui, d'avoir des préservatifs, des prestataires gratuitement. Oui, en théorie, c'est possible, mais en réalité, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, nous avons vu la possibilité d'améliorer l'accès pour tous ceux qui ont des difficultés à payer des services en travaillant avec les prestataires du secteur privé. Je pense que les Philippines ont entamé ce processus. Nous avons vu dans ces deux systèmes qu'il y a des paiements pour les méthodes de longue durée, les méthodes permanentes. Donc, nous avons des incitations pour les prestataires d'offrir ces services et nous avons vu des succès limités, non seulement avec l'engagement du secteur public, mais aussi avec les prestataires du secteur privé d'offrir toute une gamme de services de planification familiale. J'espère que ceci répond en partie à votre question. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais avant que je redonne la parole à Ben, vous parliez de ce cercle vertueux et d'une incitation au partage des données. Nous espérions que le Dr Frey, si elle avait pu se joindre à nous, aurait pu nous parler des prestataires du secteur privé et du secteur public. Pourriez-vous nous dire peut-être quelques mots là-dessus, car tant de personnes ont accès aux services de planification familiale par le biais de contacts dans le secteur privé. Il y a ce défi, il y a le défi de la gestion des services s'ils viennent du secteur public et puis un autre s'ils viennent du secteur privé. Peut-être pourriez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est, puisque nous n'avons pas le Dr Frey, comment ça se passe quand on travaille avec le secteur privé? Bien sûr, l'un des grands avantages des modèles de financement fondés sur les assurances maladie, c'est que bien souvent, les organismes gouvernementaux sont mieux à même de passer contrat avec les organismes privés sont mieux à même de passer des contrats avec les compagnies d'assurance que les agences du gouvernement. L'une des conditions de la discussion entre l'acquéreur comme l'agence d'assurance et le fournisseur du secteur privé tourne bien souvent autour de cet échange d'informations. Donc, si vous présentez une demande de remboursement pour des services, nous pouvons vous rembourser pour une partie de ces coûts. Donc, encore une fois, ce cercle vertueux potentiel peut commencer à se mettre en place. Bien souvent, le défi, et ils sont nombreux, les défis concernant la question de la confiance et de l'engagement entre les agences du gouvernement et le secteur privé, il faut s'assurer que le paiement est fait à temps et qu'il suffit pour couvrir les coûts réels de ces services. Ça, c'est essentiel. L'aptitude à automatiser certains de ces systèmes pour assurer un paiement rapide
peut, selon moi, fondamentalement changer cet équilibre et encouragera davantage de prestataires du secteur privé à travailler avec les fonds publics. L'objectif n'est pas de s'assurer que tout le monde puisse choisir entre prestataire public et un prestataire privé. Je crois que l'objectif est que dans un grand nombre de situations, les prestataires du secteur privé offrent des services d'importance critique à des populations pauvres, les pauvres des zones urbaines en particulier, s'en remettent souvent à ces services privés. Si nous pouvons les subventionner par notre approche de financement, à ce moment-là, il sera possible d'accroître les choix et la qualité des services auxquels ces gens ont accès pour le secteur privé, par le biais du secteur privé. Oui, c'est exactement ce que j'essayais d'évoquer, le point d'obtention des services pour les patients et les paiements des franchises, comment les gens peuvent obtenir leur remboursement. Donc, merci de l'avoir expliqué aussi clairement. Ben, dans votre exposé, vous avez soulevé un grand nombre de questions sur la partie auto-soins, sur la partie marché. J'aimerais donc voir si je peux vous poser une question sur chacun de ces sujets. La première qui concerne la question politique et stratégie, puisque c'est en partie l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Quelqu'un a posé la question de savoir, a dit, c'est intéressant de voir le rôle de l'auto-soin dans la CSU. Comment voyez-vous l'intégration dans différents niveaux du système de services de santé, en particulier pour ce qui est du dialogue au niveau national? Qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est une question difficile, j'en conviens. Oui, mais enfin, c'est pour ça que nous sommes là, pour répondre aux questions difficiles. Et merci à tous de votre engagement. Je crois qu'il y a avant tout un principe que nous pouvons tirer du monde des sports. Au football, vous regardez où le ballon doit aller, pas où le ballon se trouve maintenant. Et dans la planification familiale, nous anticipons cette mobilisation, ce besoin de mobilisation important des ressources nationales, qui peut être une opportunité au sein des économies et marchés émergents, mais il faut qu'ils s'en remettent davantage sur le secteur privé pour atteindre ces objectifs de la santé publique que nous partageons au sein de notre communauté de pratique. Donc, les investissements ont besoin d'un rendement. La question a été posée tout à l'heure quant au genre d'investissement que l'on recherche sur les marchés. Les investissements veulent des rendements, je le répète, mais nous voulons aussi des marchés qui peuvent fournir un rendement sur l'investissement et des marchés qui peuvent générer un impact sur la santé publique et sur le bien-être de tous. Donc, il y a en fait, ce ne sont pas des contradictions, il y a beaucoup de synergie et de potentiel pour mettre en parallèle les incitations en termes de capitaux et en termes sociaux ou de santé publique, en termes de rendement pour le service de santé publique et pour le secteur privé qui sert de catalyseur au niveau de ces changements. Donc, de quoi a-t-on besoin du côté politique? Nous avons besoin d'un environnement réglementaire qui observe de manière favorable la possibilité de procéder à des consultations numériques. Il faut qu'il y ait une valeur sociale et une valeur financière dans l'éducation des populations. Tous les ministères de la Santé ont des bureaux de la promotion de la santé, mais combien d'entre eux utilisent-ils aujourd'hui des services de chat, de clavardage pour faire progresser la transmission des messages sur la santé publique? Pourquoi pas? Toutes les entreprises à l'échelle mondiale se servent d'approches fondées sur la technologie pour vendre leurs services et produits de nos jours. Je pense que ça doit être la même chose pour le ministère de la Santé. Pourquoi construire un système de chat quand on peut en acheter? C'est la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui. Pensez au contexte dans lequel les marchés sont lancés. Y a-t-il un investissement financier, une possibilité de rendement, un intervenant du secteur privé pour des objectifs de santé publique et un modèle
d'entreprise qui peut être utilisé. C'est ce que l'on appelle le B2B, le business à business à consommateur. Il n'est pas nécessaire de facturer l'utilisateur final pour les services qu'il reçoit si l'entreprise bénéficie au niveau du marché. Et c'est exactement l'approche que nous avons vue au sein de notre organisation, NIVI, l'idée de pouvoir offrir un service gratuitement aux consommateurs, parce que comme Matt l'a dit tout à l'heure, c'est un modèle qui est viable si les entreprises et les gouvernements peuvent dériver des avantages de cet engagement. Il y a donc un cercle vertueux d'investissement en capital renforcé qui peut être catalysé en utilisant des modèles de marché desservant différents segments du marché dans les régions où ces services de planification sont, on voit un niveau de demande très élevé et ne sont pas suffisamment desservis. Merci Ben d'avoir répondu à toutes ces questions qui vous ont été posées en une seule réponse. J'aimerais revenir maintenant au docteur Kaba. Vous avez tous sans doute des perspectives sur ce point, mais j'aimerais demander au docteur Kaba de commencer. Il y a une question particulière concernant le besoin d'accès à la planification familiale pour les adolescents et les jeunes que j'aimerais vraiment soulever pendant cette discussion. La question est qu'un grand nombre de jeunes se trouvent peut-être laissés de côté quand il y a des modèles de financement pour les polices d'assurance, pour l'accès à la CSU. Pourquoi? Eh bien, à cause de leur âge ou bien parce qu'ils ne sont pas dans le secteur formel, ils ne sont pas employés, ils s'en remettent à leurs parents pour leurs services de santé, ils n'ont pas les ressources pour payer d'eux-mêmes les services de planification familiale offerts dans le secteur privé. Donc, la question qui se pose est de savoir comment les modèles de financement ciblant les adolescents ont fonctionné. Linda Mama au Kenya est une excellente opportunité, mais elle n'est pas très favorable aux adolescents. Donc, je me demande, docteur Kaba, si en Guinée, des mesures ont été prises par le gouvernement pour relever ce défi du manque d'accès pour les adolescents à ces mécanismes de financement des CSU ou d'autres options que votre gouvernement a privilégiées pour renforcer l'accès à la planification familiale. Veuillez allumer votre caméra avant de répondre. Merci. OK, merci beaucoup pour la question. Je pense que la problématique de l'accès des jeunes au service de planification familiale est vraiment une réalité qui doit être prise en compte par les différents gouvernements et dans les différentes politiques et programmes de planification familiale. Comme vous le savez, si nous voulons vraiment améliorer aujourd'hui la prévalence contraceptive dans nos pays, il faudra pencher à rendre l'accès des jeunes aux services de planification familiale compte tenu de leur poids démographique. Ils représentent près de 50% de la population. Et donc, c'est important que les adolescents et les jeunes aient accès aux services de planification familiale. Pour la Guinée, nous en sommes conscients. C'est pour ça, pour les nouveaux engagements FP 2030, l'un des engagements, c'est vraiment l'accès des jeunes aux services de planification, la gratuité des soins. Nous sommes un peu basés sur l'expérience du Burkina Faso qui a beaucoup amélioré le taux de prévalence contraceptive avec les soins gratuits, en tout cas les services de planification gratuits pour les jeunes. Et donc ça, et nous sommes dans la perspective nous nous engageons, enfin, nous nous sommes engagés à augmenter aussi le financement parce que depuis 2018, 50% des besoins en contraceptifs sont financés sur une ligne au niveau du BND, du Budget national de développement. Et pour permettre d'accéder, enfin, d'aboutir à cette gratuité, nous avons planifié aussi, nous avons pris un autre engagement d'augmenter de 10% chaque année. Alors, le défi vraiment, c'est
de respecter ces engagements, de pouvoir tenir ces engagements et les discussions sont en cours. Je crois que dans cette année, d'ici la fin de l'année, nous allons organiser vraiment un voyage d'études au Burkina Faso pour pouvoir discuter en profondeur de la gratuité des soins, des services de paix, parce que nous sommes déjà dans un processus de gratuité des césariennes qui pose vraiment des problèmes pour son application effective. Et donc, nous voulons aller vraiment à la gratuité des soins pour permettre aux adolescents et aux jeunes d'accéder aux services de planification familiale, mais en nous basant sur vraiment des leçons apprises dans les pays qui ont déjà réussi en la matière, nous bâtir sur leurs expériences pour essayer d'entamer le processus d'intégration, enfin d'aller vers la gratuité des soins. En tout cas, nous sommes dans la perspective et c'est l'un des engagements que nous avons pris et que nous allons faire tout pour honorer ces engagements parce que c'est important que les jeunes et les adolescents et les jeunes aient accès aux services de planification de qualité et qu'on sait que la barrière financière constitue un frein à l'utilisation parce que lorsqu'on organise les campagnes gratuites d'offres de services de planification familiale, il y a beaucoup d'adolescents et de jeunes qui viennent pour recourir aux services. Ça veut dire que le fait que l'argent, la barrière financière constitue vraiment un frein à l'utilisation des services de PF. Merci. Thank you, Dr. Kaba, and great to hear both about Merci, Dr. Kaba. Et c'est très bien d'entendre l'engagement de la Guinée pour les jeunes et aussi d'entendre plus sur cette possibilité de partage de connaissances entre des pays. Donc, je vous encourage à continuer à utiliser ce modèle. Si vous aimeriez répondre et si vous avez un commentaire, Matt. Oui, et je pense que notre directeur de pays de Burkina est ici avec nous et j'espère que ce directeur sera à l'ICFP aussi. Donc, Dr. Kaba, je vous encourage à voir les présentations à l'ICFP sur le travail que nous avons fait au Burkina. Ce serait un plaisir de faire un partage d'expérience sur ce sujet. J'aimerais parler un peu plus des filles adolescentes. Je pense que c'est une question cruciale. C'est un domaine où poser la question de qui peut bénéficier de cette approche, c'est une question essentielle. Nous avons constaté des difficultés importantes dans l'utilisation de ce genre d'approche, utiliser des assurances, par exemple, pour travailler avec des jeunes filles. Vous avez peut-être une carte d'identité pour chaque ménage et il y a une jeune fille qui fait partie de cette famille et cela peut être difficile pour elle d'utiliser cette carte d'identité, d'utiliser cette carte qui sert toute la famille. Cela peut être difficile. Je pense que nous avons vu des exemples de cela au Kenya avec l'accès aux services de planification familiale. Je pense que dans certains contextes, ces difficultés sont encore plus importantes. Par exemple, en Indonésie, il y a une assurance nationale qui couvre les services de planification familiale, mais en Indonésie, nous avons vu une stagnation de l'adoption de la contraception, surtout dans des familles les plus riches et parmi les jeunes filles. Je pense que peut-être une solution différente sera mieux adaptée pour travailler avec ces populations spécifiques.
Nous pouvons parler des solutions numériques pour les solutions de conseil et de référence. Peut-être les solutions numériques sont une meilleure solution pour ce problème spécifique. Il faut penser différemment aux approches de financement. Il faut peut-être penser de la perspective d'une jeune fille, d'une fille adolescente. Je pense que c'est essentiel de penser comme cela. Merci beaucoup. Et Ben, je pense que vous pouvez peut-être parler des exemples où le marché numérique a été très utile pour les adolescents. Oui, je pense que nous pouvons dire que nous avons travaillé avec des jeunes de 15 ans et de plus avec la plateforme Nivi. Les adolescents qui ont 15 ans à 17 ans, nous avons travaillé beaucoup avec eux. Au Nigeria, Nivi a servi plus de 65 000 utilisateurs en utilisant la plateforme WhatsApp et nous avons été lancés en décembre 2020. Nous travaillons au Kenya, au Nigeria et dans un troisième pays. Au Nigeria, le programme a été lancé en décembre 2020. Nous avons 65 000 utilisateurs qui bénéficient des services de conseil numérique, qui utilisent les services de chatbot. Du côté des services, c'est très important. Du côté business, nous avons ajouté d'autres partenaires comme Pathfinder et deux autres organisations pour fournir des services de planification familiale. Donc, nous travaillons avec ces trois organisations pour faire des références dans d'autres régions du pays. Avec ceci, nous pouvons couvrir plus de la population des adolescents et des autres qui ont besoin de ces services. Je ne veux pas dire que ce service est la solution unique, mais je pense qu'il faut reconnaître que les populations avec lesquelles nous travaillons ne sont pas toujours les populations les plus marginalisées, mais que nous serons sur le marché et que peut-être un moyen qui peut être utile est les plateformes numériques. Nous travaillons avec des organisations déjà et nous pouvons élargir notre couverture. Nous travaillons au Kenya, au Nigeria, en Inde. Pour répondre à la question non seulement de l'accès des adolescents, mais aussi du fait que comment pouvons-nous savoir que cela fonctionne? Nous avons de l'efficacité. Nous avons aussi l'argument de l'impact. Sans l'existence de ce programme, en étant ce même impact sur les résultats sanitaires, vous pouvez faire des essais, vous pouvez tester les résultats. Nous avons des essais en cours en Inde, par exemple, dans des zones urbaines, pour comprendre l'impact des solutions numériques comme Nivi, avec l'adoption et l'usage continu des services de planification familiale. Donc, nous avons des questions opérationnelles sur l'efficacité, nous avons des questions scientifiques de valeur ou de l'impact. Jusqu'à-là, nous avons travaillé avec 65 000 personnes au Nigeria, 1,2 million de comptes en Inde et plus d'1 million de personnes au Kenya. Nous pouvons bien sûr approfondir cet engagement. Nous pouvons travailler de plus près avec les individus sur ces plateformes et nous ne pouvons pas faire la même chose avec les sites web. Nous pouvons travailler en utilisant des portables
Nous pouvons travailler avec d'autres parties de la population. Les individus ne sont pas toujours prêts à agir. Nous parlons beaucoup des adolescents ou des populations défavorisées. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de besoins, mais moins de préparation à l'action. Avec les solutions comme Nivi ou les autres solutions basées sur un chatbot, nous pouvons parler des obstacles, des difficultés, des barrières financières, des questions de l'expérience, des besoins. Nous pouvons répondre à toutes ces questions en utilisant cette plateforme de chat. Et après, nous pouvons utiliser les motivations inhérentes existantes. Je pense que nous pouvons aussi essayer de comprendre les obstacles culturels et qui contribuent à cette manque de préparation, à cette manque de motivation pour pour relever les défis liés à l'accès. Nous arrivons bientôt à la fin de notre session. Je vais faire un dernier tour de questions et après, nous allons passer aux remarques de clôture. Dr. Kaba, nous avons une question d'un participant éthiopien. En Éthiopie, on utilise un service des soins pour les mères qui est sans frais, mais l'adoption et l'utilisation de ces services restent très faibles. Vous avez parlé de l'accès au niveau communautaire et la personne qui a écrit cette question a dit que j'apprécie ce que les panélistes ont partagé. Avez-vous quelques stratégies en particulier que vous proposez avec ce genre de travail pour encourager l'adoption une fois que les obstacles ont été éliminés? Je me demande si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la mobilisation de la communauté et l'éducation pour l'utilisation de ces services. Veuillez allumer votre caméra quand vous répondez à la question. Et merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a pour que la communauté accepte ce que nous leur proposons en termes de services, que ce soit promotionnels, préventifs ou curatifs, je pense qu'il est important d'instaurer un dialogue avec la communauté. Il faut que la communauté soit partie prenante de toutes les initiatives que en tout cas, nous envisageons à leur endroit. C'est la meilleure façon, c'est-à-dire co-construire nos initiatives avec la communauté pour une meilleure compréhension et pour obtenir leur adhésion. Je pense que il est clair maintenant que en utilisant bien sûr la société civile, les leaders religieux, en tout cas tous ceux qui sont au niveau de la communauté doivent être nos alliés pour les leviers sur lesquels nous devons travailler sérieusement quand nous envisageons en tout cas d'entreprendre toute initiative visant à un changement de comportement, parce que ça aussi c'est très important. Les services peuvent être là, mais si certains comportements peuvent faire que les services ne sont pas utilisés. Et donc, pour cela, il est important vraiment d'associer les communautés dès le départ de nos initiatives pour leur adhésion et pour une meilleure compréhension d'abord de l'initiative et ensuite leur adhésion. Merci. Thank you, and thanks for putting the emphasis on that. Merci et merci d'avoir insisté sur l'importance de l'engagement des parties prenantes et la manière dont la politique est forgée, comment les programmes sont conçus pour répondre aux besoins et ou ne répondent pas aux besoins selon le cas. Une question qui peut être posée à Matt.
qui concerne la couverture pour les produits. Dans les observations jusqu'à présent, nous avons déjà entendu l'importance d'avoir la sélection des méthodes, les défis qui se posent ou qui sont posés par les différentes approches financières, puisqu'elles peuvent offrir une disponibilité plus importante ou moins importante de choix des produits. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut s'assurer que ces choix sont disponibles? C'est une excellente question. De même que la question sur le financement à des fins de promotion. Il s'agit d'éléments qui ne correspondent pas forcément pour les approches de financement fondées sur les systèmes d'assurance. Je pense que le paiement de services de promotion, c'est quelque chose qui va rester dans le sein du ministère de la Santé, de l'unité des services de planification familiale ou le poste budgétaire du budget national correspondant et continuera, je l'espère, à être appuyé par des bailleurs de fonds et des partenaires. J'ai du mal à imaginer une situation où une compagnie d'assurance nationale investit lourdement dans ce genre de campagne. Le coût des produits est une question tout aussi difficile car il y a un certain nombre de modèles qui existent, notamment des manières dont les coûts sont répercutés sur les niveaux des installations ou le niveau du district dans le contexte des demandes de remboursement de services. La responsabilité se retrouve au niveau de l'entité des collectivités locales pour l'acquisition des produits, que ce soit au niveau du marché national, quelquefois à partir d'un centre pharmaceutique local. Je crois qu'il est beaucoup plus fréquent pour les acquisitions et les fournitures d'être gérées de manière centrale, contrôlées de manière centrale, et le coût réside avec l'agence qui distribue ensuite les produits aux différents endroits. Il existe des opportunités pour un engagement plus efficace avec le secteur privé en utilisant notamment des produits subventionnés dans certains pays où un contrat formel entre une compagnie d'assurance ou une agence des pouvoirs publics et un prestataire privé est problématique. Il est possible de parvenir à des accords en vertu desquels, en retour pour les informations dont nous avons parlé, les rapports, le suivi des directives nationales en termes de qualité et de choix, les prestataires privés pourraient bénéficier de produits à des prix subventionnés. Il n'y a pas vraiment de transfert d'argent en soi et je crois que dans bien des cas, c'est un bon point de départ. Je dois dire que le financement des contraceptifs est une question particulièrement complexe. Et ceux d'entre nous qui travaillent dans ce secteur, et mes collègues, je parlais à mes collègues du Kenya tout à l'heure sur cette question, comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe vraiment et y a-t-il des opportunités d'améliorer la situation? Merci, Matt. Est-ce que, Ben, vous voulez ajouter quoi que ce soit sur cette question des contrats avant que nous ne concluions? Eh bien, très rapidement, il y a une question radicale qui est comment équilibrer les choix entre les méthodes de longue durée et les méthodes de courte durée avec des ressources limitées. Et selon ce qu'a dit Matt, il faut en fait payer pour ces choix. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est un paiement pour un choix informé? C'est un paiement pour les installations qui peuvent faire preuve qu'elles informent bien leurs clients? Et dans un environnement de plus en plus numérique, les clients devraient pouvoir répondre à cette question d'une manière qui était beaucoup plus complexe dans un contexte analogue. Donc, je crois qu'il va falloir payer pour le monde que nous recherchons.
Merci. Une réponse parfaite à une question très complexe. Je me tourne maintenant. Je remercierai les membres du panel à la fin, mais je vais tout d'abord inviter Nabihah Kazi-Hutchins, la présidente du PAI, qui va formuler ses remarques de conclusion sur cette discussion extrêmement intéressante. Nabihah, à vous. Je vous remercie. Merci, Amy, et merci à tous les participants de nous avoir fait part de leurs perspectives sur ce qui est nécessaire pour la mettre en œuvre d'un programme de CSU qui donne la priorité à la planification familiale. Je suis le chef de file du PAI et nous sommes très fiers d'accueillir ce dialogue, ces conversations très importantes avec FP 2030, MSH et Knowledge Success. Comme vous le savez, le PAI est une organisation de la société civile et une des principales organisations de plaidoyer qui représente les droits et la santé reproductive universelle. Au cours des 57 dernières années, nous avons promu ces valeurs à l'échelle mondiale pour nous assurer que nos politiques et nos programmes appuient toutes les femmes. De surcroît, nous voulons renforcer un espace pour la société civile où nous fournissons environ à 120 organisations de la société civile basées localement avec des ressources afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs. Nous fournissons des ressources financières et techniques. Et à PAI, notre mission est très claire, elle est audacieuse mais claire, qui essaie d'arriver à un accès universel à la santé reproductive, sexuelle et aux droits pour tous, et l'accès à la contraception et aux services de planification familiale est bien sûr essentiel pour atteindre cet objectif. La manière de parvenir à ces services c'est par le biais de la CSU. Donc, la question évoquée par cette conversation, c'est un thème auquel nous sommes engagés au plan programmatique, mais c'est aussi l'une des valeurs fondamentales de notre organisation. Nous plaidons en faveur de l'inclusion de l'accès à la planification familiale et aux contraceptions dans le cadre de la CSU. C'est essentiel non seulement pour les services de santé, mais aussi parce que cela a un impact si nous voulons atteindre les acquis en termes de santé, équité, démarginalisation économique, égalité, genre et pédagogique que nous recherchons. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la diversité des questions soulevées et l'opportunité de mieux permettre la mise en place de services de planification familiale soutenables intégrés dans la CSU. Ce qui est ressorti pour moi, c'est de nous assurer que les assurances sont en place pour garantir l'accès, nous assurer qu'il y ait un financement soutenu et des investissements dans les systèmes de santé pour l'apport des produits et des soins de manière compassionnée, digne et inclusive. C'est non seulement important de fournir les services et les produits, mais le traitement des gens est également important. Troisièmement, nous donnons la priorité aux efforts à base communautaire pour sensibiliser à la demande pour les services de manière en donnant sa place à la société civile, aux chercheurs, aux responsables du secteur privé, du secteur public, tout travaillant tous ensemble pour faire progresser ces priorités et de manière complémentaire et coordonnée. Comme l'a dit un des intervenants, en fait, il faut que ce soit la même chose. Je le dis parce que tous ces domaines où intervient la PAI, c'est que nous ancrons nos efforts de plaidoyer, mais en plus, nous appuyons la pure organisation de la société civile. Il y a un exemple que j'ai pris, ce sont les efforts de PAI pour collaborer avec les organisations locales de la société civile et les organisations des jeunes, qui est de notre initiative d'engagement à la CSU, qui appuie des organisations de la société civile au Burkina Faso, en Éthiopie, en Inde, au Kenya et en Ouganda, en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour la priorisation de la santé sexuelle et reproductive au niveau
des pays dans le contexte des réformes de la CSU. Et j'en reviens ici à mon point précédent. C'est une approche qui exige différents investissements au niveau de la responsabilisation, des investissements dans les efforts de plaidoyer. Bien sûr, l'autre côté de l'équation, le volet demande l'éducation de la communauté et sa sensibilisation. Je le dis parce que tous nos investissements sont très concentrés sur la collaboration et sur cette approche holistique et exhaustive et de concert avec nos partenaires de la CSU. Nous préparons pour l'ICFP et nos objectifs très ambitieux. Vous rencontrerez nos collègues du Kenya, de notre pays. Nous développons des éléments probants robustes avec des mécanismes correspondants pour impliquer les coalitions des organisations de la société civile et se concentrer sur le leadership au niveau communautaire. Au Burkina Faso, notre partenaire a sélectionné des jeunes influenceurs au niveau des médias en privilégiant la communication de ces influenceurs et ces champions pour la planification familiale dans chaque pays pour la sensibilisation des communautés informées. Au Nigeria, nous avons notre partenaire qui ajoute une perspective CSU à ses compétences en termes de responsabilité de planification familiale en analysant les budgets. Et enfin, notre partenaire, l'Inde, Saryong, qui suit les griefs qui sont soumis au titre du programme national d'assurance maladie. Il documente également les cas de violation des droits lorsqu'il y a eu négligence ou facturation excessive. Donc, tout ceci pour vous donner une perspective très rapide de ce que nous faisons. La dernière chose dont je voulais faire mention, c'est que comme cela a été signalé, toute cette conversation fournit un contenu important pour informer un avant-projet de document politique dont la dernière version pour adoption sera soumise sur la planification familiale. Nous espérons que vous resterez tous impliqués dans la discussion sur ces mécanismes de rétro-information afin que ces mécanismes reflètent les besoins et les urgences. Et vous pouvez aller encore plus loin en devenant des preneurs d'engagement pour FP 2030. Chacun d'entre eux s'est engagé à prendre des mesures spécifiques pour renforcer l'utilisation de la contraception et des droits volontaires à l'échelle mondiale. Nous avons et nous nous retrouverons à l'ICFP en Thaïlande. Nous vous invitons à vous joindre à nous, soit en renouvelant votre engagement, soit en prenant un nouvel engagement. Pour ceux qui le feront pour la première fois, nous voulons promouvoir les priorités en termes de planification familiale dans vos pays, vos communautés, au sein de vos centres de travail. Et par ces engagements, vous allez vraiment faire partie prenante de l'effort collectif et des mesures collectives prises pour faire progresser la planification familiale par le biais de la CSU. Je tiens à remercier tous les membres du panel. Ça a été un immense plaisir pour moi de faire partie de cette conversation et j'ai appris énormément. Bien sûr, je suis sûre que c'est le cas de tout le monde. Et je crois que nous devons continuer à collaborer pour faire entendre la diversité des voix, des expériences, des perspectives afin d'atteindre notre objectif qui est la CSU, l'accès universel à la planification familiale, que personne ne s'en voit refuser l'accès, que tout soit fondé sur les données, les éléments probants et un engagement à améliorer la vie de tout un chacun. Merci et merci du rappel quant à l'importance des engagements du FP 2030 pour chacun d'entre vous. Nos panélistes sont en train de mettre dans la chat des ressources. Je vous invite à les regarder. Je crois que vous reconnaîtrez avec moi que le panel a été fabuleux, la discussion extraordinaire et un engagement résolu de la part des participants et des orateurs. Merci à Matt, à Ben, à Nahiba. Vous allez voir que le prochain dialogue se concentrera sur l'élément de la demande et ne laisser personne à la trône aura lieu le 18 octobre. Donc, nous vous enverrons des rappels si vous ne vous en souvenez
souvenez pas. Et puis, nous allons vous transmettre très rapidement les enregistrements et les diapositives de la présentation. Nous espérons rencontrer un grand nombre d'entre vous lors de la conférence internationale sur la planification familiale en Thaïlande. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans la coulisse pour permettre à ces webinaires de se produire sans encombre et de promouvoir les messages sur Twitter et d'autres plateformes de des médias sociaux. Veuillez nous aider en ce sens et je tiens à remercier nos interprètes. Je sais que nous pouvons tous faire preuve d'un grand enthousiasme et un peu rapide lorsque nous parlons. Merci à nos interprètes d'être là et de vous assurer de la participation de chacun, quelle que soit sa langue. Merci de votre participation au nom du mécanisme d'engagement. Merci de vos engagements à vous pour accroître l'accès à la planification familiale, pour parvenir à la CSU et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous. Merci et excellente fin de journée.